Après, franchement, tu vois, on a bouffé à la cafette, il y avait des frites. Je t'avoue, le steak haché dégueulasse, genre un steak haché bon marché à 2 balles. Je sais pas, vous avez bouffé où, vous, du coup? Moi j'ai mangé. Ouais, Carrefour, c'est pas ouf non plus, quoi. Evan, Quoi? tu fais quoi là? Quoi? On est en direct. Quoi? On est en direct? L'émission a commencé? Ça fait On- 5 minutes qu'on est en direct. On en... L'émission a commencé? Mais je ne savais pas que l'émission avait commencé. Bonsoir à tous et à toutes pour cette émission, donc la 4e du nom, Instant Court, en direct toujours sur le plateau, installé ici sur le site de Clermont-Ferrand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à la région de nous accueillir, merci à nos partenaires de nous permettre de tourner cette émission. Et vous verrez que dans cette séquence encore, nous allons avoir 3 interviews avec des protagonistes de qualité réputés. Et nous commençons dès maintenant avec notre première séquence à court ouvert. Séquence à court ouvert pour laquelle j'ai le plaisir d'avoir Anouk sur le plateau pour nous aider à interviewer, pour m'aider à interviewer notre premier invité de la soirée, le réalisateur du film On a enterré nos pères, Issufi Ekourane. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est Abel, notre technicien, il vient des fois sur le plateau comme ça, il vient... À tout à l'heure Abel. Hein. J'ai pas compris l'histoire. Tu vois, quand le grand-père là il raconte L'histoire des chiens. l'histoire du chien là, voilà. L'histoire des chiens. Est-ce que c'est une référence du coup de la vie qui est assez difficile peut-être L'histoire du chien, ça vient plus de contes, enfin de contes d'histoire que racontaient ma famille et mes parents, que ce soit en France, enfin que quand j'étais au Kosovo, mais même que ce soit en France, par rapport à la guerre. Et c'est l'histoire de ces 2 chiens, en fait, c'est un peu l'histoire de je vais spoiler un peu du coup, c'est l'histoire des 2 pères en gros qui sont enterrés par-dessus les autres, et c'est aussi l'histoire des 2 protagonistes, mais beaucoup plus pessimiste. Ouais. Ouais. Ok, Et cette histoire des 2 chiens, en fait, parce que j'ai jamais pu le dire, mais je tiens à le dire, je m'inspire beaucoup de Waji Mowat qui raconte dans ses livres où ces personnages racontent de longues histoires horribles, genre sur des faits qui sont passés, enfin sur des choses horribles qui sont passées à la guerre, et je me suis inspiré un peu de ces textes pour écrire ce texte-là aussi. Cool. Mon texte. Pas d'autres questions Anouk? Non, parce que si. Eh ben, je t'en prie, Ah, enchaînons, d'accord, là, allons-y. j'enchaîne, là. Bien sûr, Ok. c'est une interview, c'est le principe. Si tu poses pas de questions, il n'y a pas de réponse. Ok. Du coup, voilà. Déjà, t'as eu quand l'idée de faire ça? Alors l'idée m'est venue, et c'est assez drôle, quand, de base, c'est pas l'idée du film qui m'est venue, c'était l'idée de faire un film personnel et un film au Kosovo. Et ça m'est venu quand j'étais à Clermont-Ferrand, dans la salle Cocteau d'ailleurs, où j'étais en train de regarder... Ça, c'est improbable. Ça, c'est improbable. Et quand j'étais en train de regarder le film The Van, qui était un film albanais qui m'a changé un peu les idées vis-à-vis du cinéma, et aussi une conversation que j'ai eue avec une personne qui m'a dit qu'il faut faire des films sur des histoires personnelles et qui parlent de toi, quoi. C'est à partir de là où j'ai commencé à écrire ce film, justement. De base, le film il a beaucoup évolué, c'était pas exactement ça, mais je sais que c'était sur un cimetière et cette tombe qui a un peu disparu, quoi. Mais t'as le sentiment d'avoir mis tes tripes en fait, un peu dans ce film. Un peu beaucoup, ouais, C'est un vrai travail où tu vas chercher au fond de toi, quoi. C'est ça. C'était un long travail d'écriture. Et voilà, je l'ai écrit pendant bien longtemps. Et Ça t'a pris combien de temps là, l'écriture, le travail? l'écriture, ça m'a pris, de trouver vraiment l'idée précise, ça m'a pris genre au moins 1 an, je pense. Ouais. Et ensuite l'écriture, un peu préparée, hein, mais pas tous les jours, j'ai pas écrit tous les jours pendant 1 an, mais je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour que le projet mûrisse et que je puisse que je puisse m'imaginer le réaliser. Ouais. Et m'imaginer vraiment le film, j'ai dû prendre un certain temps, quoi. Le tournage était plus rapide. Anouk, question suivante. Question suivante, du coup. De tête en plus, elle est très forte. Hein.
Ah non, mais c'est... Oui, je voulais... Bah, après, c'est pas forcément une question, mais du coup, comment il se dit exactement le titre du film? Ah, Parce qu'il est en Kosovo. en Albanie ou en Albanais, Kosovar, du oui. coup, il se dit Ikemi Varos Babalart. Ok, d'accord. Vas-y, répète Anouk pour voir. Non, je vais pas répéter ça, mais en tout cas... du coup, pour les castings, vu que c'est une histoire assez personnelle et assez voilà, profonde, c'est toi qui as fait le casting ou- C'est pour moi. Non, j'avais 2 directrices de casting qui, d'ailleurs, l'une d'elles a gagné un prix au festival d'Angers avec son film Ne pleure pas Amila. Félicitations si tu vois cette émission. Et c'est elles qui ont lancé les castings en demandant à une réalisatrice kosovare de Luana Bayrami si elle avait des contacts. Elle m'a donné des contacts et je suis parti les voir. On a lancé des castings et j'avais un coup de cœur pour ces 2 personnages qui s'occupent bien de faire, enfin qui joue très bien. qui jouent bien quoi, ils font bien leur travail. Mm. Ok. Du coup, bah, le film, il a été, tu l'as présenté à ce festival, du coup de Clermont-Ferrand, et tu l'as présenté dans d'autres festivals ou... Ouais, il a été au film, il a été au festival Un Point c'est court et au festival de Villeurbanne. Ok, à ouais. Lyon, quoi. Ah ouais, Je- Villeurbanne, d'accord. Je pars pas très loin, genre. Je reste aux Dans la alentours de- métropole. Exactement. Moi, j'ai une question d'ensemble. Quand tu regardes ton projet là abouti et qu'en plus tu le présentes cette année au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, avec un peu de recul, quel est le plan, la scène qui te tient le plus à cœur, qui pour toi est la plus représentative ou le plus représentatif, un plan de ton film, de ton histoire? Quelque chose dont tu voudrais qu'on se souvienne après avoir vu ton film? Un moment marquant. Sans trop nous en dire, évidemment, puisqu'on laisse un peu de suspense pour les Bien spectateurs. sûr. Je cherche le plan du coup. Oui, Une dizaine de secondes. une dizaine de secondes de réflexion. Ouais. On va mettre une Pour, boucle d'attente. Ça peut être le film en entier, hein, Non, non. mais une signature, un peu quelque chose qui va vraiment te tenir à Il y cœur. a ce plan, je sais pas si vous voyez, où il y a les 2 protagonistes genre, qui marchent, où il y a le cimetière, et ils marchent comme ça, et ils commencent à venir. Et on entend la dispute de loin et ils se rapprochent. Et il y a tout ce grand paysage qui écrase un peu les personnages. Et je trouve que c'est un peu le plan qui. Enfin, c'est le plan, en tout cas, pour lequel je suis très fier. Avec ma chef opératrice. On est très fiers de ce plan-là. Mais voilà, et ça raconte bien un peu l'histoire du film, quoi. C'est ces 2 personnages qui sont un peu écrasés par tout ce paysage et c'est ton aussi. Alors, Clermont-Ferrand, on l'a dit, festival 45e édition. Ouais. C'est du lourd. Hein, on n'est pas n'importe où. C'est une place forte du cinéma en France et c'est le 2e plus gros festival de cinéma de ce pays. Comment on se sent là quand on passe quelques jours dans cette ambiance si particulière, si singulière? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est une forme une certaine pression? Comment tu vis ce moment en fait? C'est de la fierté, c'est sûr, mais c'est aussi une très grande. Enfin, c'est un très grand stress, quoi. Parce que sachant que c'est mon premier film, et j'ai l'impression que tous les autres, ils ont genre 2, 3 films. Avec beaucoup de bagages. Avec ouais. beaucoup de bagages, et du coup, c'est un peu stressant. Enfin, j'ai l'impression que je suis un peu le bébé du festival. Mais non, enfin, je suis content, je le vis bien. En plus, je suis avec tous mes amis du tournage, avec Joachim aussi, qui d'ailleurs est passé ici, a fait le film J'ai grandi aussi ici. Et, on est content d'être à deux au festival. Et... Enfin, je suis très content, quoi. Bah, tant mieux. Anouk, une dernière question pour la route? Une dernière question, pourquoi pas. Est-ce que tu as des projets alors, après ça? Ouais, j'ai 2 projets. Là, j'ai un projet que je vais réaliser en mars. Ça va être sur une adaptation de Don Juan. Ouais. Une adaptation de Don Juan. De Don Juan. En partenariat avec le Théâtre des Célestins de Lyon sur 2 vendeurs de cigarettes qui font des arnaques Western Union à la guillotière et qui s'endettent. Et il y a aussi genre une punition divine qui commence à s'approcher d'eux. Et voilà, ça ressemble un peu à Don Juan. Pas trop, mais il y a les bases. Suffisamment pour que ce soit la référence. Exactement. Merci, il suffit d'être venu sur le plateau d'Instant Court. Merci à Parler vous. de ton Merci à vous. court-métrage C'était un au plaisir. festival. Et- Voilà, allez tous voir son film aussi. Samy, tu es venu nous parler donc d'un film qui s'appelle I Once Was Lost. Tu mets à rude épreuve mon niveau d'anglais, hein, c'est plus du franglais que de l'anglais. Ce court-métrage franco-américain
Une fiction dont tu peux peut-être nous dire quelques mots déjà pour qu'on sache de quoi ça parle. Bah, déjà, le film il a été réalisé par Emma Limon et il est en compétition nationale. Et en gros, ça se déroule un soir de 2008 et on voit John qui donc est dans sa maison. Il y a sa fille qui vient et qui lui dit est-ce qu'elle peut le déposer chez son petit copain. Et en fait, John, sur le chemin du retour, il se perd. Et miraculeusement, d'un coup, il tombe sur un magasin de donuts qui est ouvert parce qu'il y a tout qui est fermé. Comme à Clermont-Ferrand le soir. Oui, absolument. Ouais. Et du coup, là, il tombe sur 3 dames. Donc il leur demande... Enfin non, d'abord il achète un truc à bouffer et... Ah oui, et après il leur demande le chemin parce que pour lui c'est mal poli de demander le chemin comme ça. Il y en a aucune d'elles qui sait et en fait les 3 lui offrent plein de donuts parce qu'elles ont pas le chemin. Mais le fait de lui avoir offert des donuts, ça lui a fait du bien, du coup il a retrouvé le chemin. C'était pourri. Non, pas du tout. On va voir quelques photos hein, pendant qu'on parle, elles sont diffusées de ce court-métrage. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce cours ? La façon dont on suit John la nuit, on est un peu stressé parce qu'on se dit putain le pauvre il va jamais retrouver le chemin, mais en même temps moi je trouve perso que c'est une esthétique un peu apaisante parce qu'il est tout seul la nuit, il n'y a personne à part justement ces 3 dames dans le magasin de donuts. Et donc, cette esthétique, parlons-en un petit peu. Comment tu la qualifierais, comment tu l'as vécu, le travail esthétique de ce cours ? C'est bateau, mais je trouvais que c'était beau, visuellement parlant. Les couleurs, c'était des tons assez froids. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est surtout la nuit. Je sais pas comment expliquer, mais c'était très bien mis en avant. Ouais, l'esthétique de la nuit est bien travaillée. Ouais. D'autres choses sur ce cours qui t'ont marqué, que tu veux relever ? Fun fact, mais celui qui joue le père, c'est vraiment le père de la réalisatrice. Je sais pas c'est quoi son vrai nom du coup. Ah non, c'est John Limon, du coup, voilà. le père de Emma Limon, qui a joué un père. Ça fait sens. Oui, voilà. C'est cohérent. Absolument. Merci Samy. De rien. De nous avoir parlé de ce court-métrage. Donc on le rappelle, I Once Was Lost, un court-métrage signé Emma Limon que vous pouvez retrouver en compétition à Clermont-Ferrand durant toute cette semaine. Il est déjà l'heure de rejoindre notre plateau pour notre seconde interview en direct dans Instant Court. Sur le plateau d'Instant Court, toujours en direct. Je crois que j'ai besoin d'un troisième micro quand même, Romain. Donc je vais le ramener sur le plateau. C'est du live. Alors, oui, c'est du direct, bien sûr. C'est comme ça évite qu'on remonte en fait. Tout ce qu'on loupe est fait et n'est plus à faire. On a inversé. Oui, c'est pas mal comme ça aussi. Ça te va, Romain, comme ça on inverse Ouais, c'est bien. Allez, ça changera un petit peu. Pour notre deuxième interview de la soirée, nous avons le grand bonheur, la grande chance d'accueillir Joséphine Darcy-Hopkins. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Et puis pour cette interview, je serai avec Manon. Manon, tu as déjà vécu ce plateau, je te souhaite la bienvenue à nouveau. Merci bien. Ce court-métrage s'appelle Les Dents du Bonheur. C'est un court-métrage, je crois d'ailleurs, que nos spectateurs peuvent voir à Clermont-Ferrand, mais je crois aussi qu'ils peuvent le retrouver sur Arte, si je ne m'abuse. Et ça, c'est une chance. Donc n'hésitez pas à aller le voir si le film vous intéresse. Manon, quelques mots sur le synopsis de ce cours ? En fait, c'est un court-métrage qui parle d'une petite qui s'appelle Madeleine, elle a 8 ans. Et elle va... donc sa mère, elle est esthéticienne. Et elle va du coup rendre visite à des clientes dans un quartier bourgeois. Et du coup, pour pas être dérangée par les enfants, tout ça, la petite, elle est envoyée dans une salle de jeu où elle va rencontrer 3 autres petites filles. Et du coup, elles vont jouer à un jeu, mais en misant du vrai argent. Voilà. Sauf que Madeleine n'en a pas. Du coup, elle va suivre... elle va rencontrer des choses... je sais pas comment expliquer, réaliser des choses pas très... catholiques. Voilà. Non, mais même pas... Attends. Attends, je vais t'aider. Elle ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver. Et voilà. Désolée, je perds mes mots. Pas de problème. Eh bien, tu sais quoi ? On va regarder un court extrait, c'est même pas un extrait, c'est le teaser en fait du film. Comme ça va nous donner quelques indications supplémentaires sur ce que tu nous racontes. Je suis désolée, la nounou s'est désistée au dernier moment. Ne vous excusez pas, y a pas de problème. Les filles sont en bas dans la salle de jeu. Come, please. T'as
T'as déjà joué au jeu de la reine? Le but, c'est de devenir la reine. Faut être la première à atteindre le château fort. Pour rendre le jeu encore plus drôle, on met des vrais sous. 1, 2, et comme ça, celle qui gagne, elle repart avec tout. 3. Bah, tu veux jouer avec nous ou tu veux pas jouer avec nous? Ouais, il y a beaucoup à dire sur ce court-métrage. Rien qu'avec le teaser, on aurait déjà tenté tant de choses à dire. Manon, première question pour notre invité. Donc vous avez le choix de mettre en scène des enfants dans un cadre plutôt horrifique, donc c'est déjà un choix quand même original et audacieux. Comment s'est passé le tournage avec eux du coup? Le tournage, c'était génial, c'était vraiment trop bien. Après, c'est sûr qu'il y a des contraintes quand on tourne avec des enfants par rapport à la DAS, notamment. Il y a des horaires assez restrictifs, donc on pouvait tourner 4 à 6 heures par jour, 6 heures seulement avec celle qui joue Eugénie et 4 heures avec les autres, parce que moins de 12, du coup, c'est 4 heures par jour. Oui, okay. Du coup, on a tourné 10 jours, ce qui est beaucoup pour un court-métrage, et ça implique aussi au niveau du budget des choses un peu compliquées. Ok, et du coup, pour rester sur la même thématique, comment il s'est passé le casting, genre pour ces rôles? Parce que c'est pas tous les enfants qui... comment ils l'ont appréhendé ce sujet, en fait? Voilà, comment ça s'est passé? Ça dépend des enfants, en fait. On a fait des mois et des mois de casting avant de trouver les petites qui allaient incarner les personnages du film. Mais le plus gros défi, ça a été surtout pour le personnage principal, du coup Madeleine, parce qu'elle a 8 ans. Du coup, en fait, je me suis rendu compte en faisant les castings que beaucoup d'enfants entre 6 et 8 ans captent pas trop la différence entre fiction et réalité. Et du coup, il y en avait plein qui fondaient en larmes quand elles lisaient l'histoire parce qu'elles pensaient qu'elles allaient vraiment devoir faire ça. Donc tout de suite, ça élimine en fait 75% des enfants qui venaient en casting parce qu'en fait, elles savaient pas ce qu'elles faisaient. Donc, il fallait trouver une petite fille très jeune, mais en même temps qui avait la maturité nécessaire pour comprendre qu'elle faisait un film et qu'elle soit là aussi pour les bonnes raisons. Et en fait, Lou, du coup, celle qui joue Madeleine, c'est la seule qui avait cette maturité-là et qui avait une vraie rigueur. Et c'était incroyable de travailler avec elle parce que ça sent qu'elle aime vraiment jouer, que c'est une vraie actrice. Et du coup, c'était un vrai bonheur de la diriger, quoi. Et elle avait déjà joué un petit peu dans des projets comme ça ou c'était vraiment une première fois pour elle? Dans des projets comme ça, non. Mais elle fait beaucoup de petits films faits maison avec sa maman et sa petite sœur. Du coup, elle s'éclate à faire ça. Et elles avaient déjà notamment fait un film d'horreur où sa mère faisait un dentiste fou. Ah, du coup, en fait, l'histoire la faisait vraiment marrer. Elle aimait beaucoup l'histoire. Donc voilà, il y avait des petites filles qui détestaient l'histoire et d'autres qui adoraient parce que ce côté dents de lait, la petite souris, un jeu de société, ça leur parle en fait. Donc elle, dans son cas, elle était à fond dans le personnage de Madeleine, quoi. Ok, en fait je pose plein de questions par rapport au casting parce que c'est vrai, on sait tous très bien que faire jouer des animaux ou des enfants c'est très dur et franchement là, chapeau, elle joue vraiment très bien. Et du coup on sait aussi que le genre horrifique c'est souvent un moyen de faire passer un peu des messages sociaux. Je pense par exemple sociaux. Oula. C'est du direct Manon, c'est du direct. Je pense par exemple à Get Out. Et donc comment tu penses que le côté horreur peut faire passer des messages comme ça? Je pense que c'est pas forcément des messages sociaux. Je pense qu'en fait le genre est intéressant parce que ça permet d'aborder un peu tous les sujets. Et moi, ce qui me plaît justement dans l'horreur et dans le fantastique, c'est le fait de pouvoir aborder des choses, que ce soit des sensations ou bien des sujets abstraits, mais leur donner une forme concrète. Et là, c'est le cas dans ce film-là. Du coup, pour moi, justement, parler des rapports de classe et tout ça, mais donner une forme concrète à ça. Et dans ce film, c'était du coup le jeu de société. Et l'idée, c'était de tourner avec des enfants pour rendre le truc encore plus absurde, en fait. Okay. Mais après, dans mes cours d'avant, j'ai fait un film sur le deuil, où c'est... Du coup, je voulais parler du deuil et je cherchais comment transformer cette expérience-là du deuil, mais en quelque chose de concret. Et c'était un nuage de cendres qui traversait la France. Donc à chaque fois, j'aime bien utiliser le genre pour parler de sujets. Justement, en fait, je voulais poser la question, parce que je vois souvent dans tes courts-métrages, il y a de l'horreur.
Donc en fait, ton intérêt à l'horreur, c'est ce que tu viens de me répondre. En fait, c'est vraiment. Oui, et puis c'est Oui, ma ça serait- sensibilité, Ok, je pense. Et je suis une ancienne gothique. Ah ouais, ok. Donc je pense que c'est ça. Et puis non, j'ai toujours été attirée par les univers un peu étranges. Pas forcément genre ou horreur ou fantastique, mais en tout cas des films qui me provoquent ou où il se passe quelque chose de pas comme d'habitude, quoi. Ok. Et t'as eu des inspirations particulières pour faire ce film? Parce que, enfin, je sais pas, ça peut paraître bizarre, mais rien que la moquette m'a beaucoup fait penser à Shining. C'est peut-être Oui. absurde, mais Non, c'était clairement Il me une semble des qu'en références. plus, le clin d'œil Oui, est j'ai tout vu la trouvé. tasse. J'aimerais bien avoir la même, mais... non, ouais, bien sûr, il y avait... j'ai plein de références pour le film. Shining en fait partie, parce que j'adore le cinéma de Kubrick. Et dès le début, l'idée de cette moquette un peu à motif géométrique, comme un vieil hôtel Ouais, anglais ça- et tout, ça, c'était une des premières choses que j'avais envie de faire sur le film, quoi. Même quand il y avait même pas encore une V1 du scénario, je savais déjà que je voulais cette moquette, quoi. ok. Donc on l'a fait faire sur mesure avec mon chef déco, du coup, donc c'était génial. Trop bien. On a pu construire toute la salle de jeu, en fait, elle est construite dans un gymnase. Donc c'est des feuilles de décor, en fait, donc on a pu vraiment choisir toutes les couleurs. Voilà. Ok. Et comment il est né ce projet? Enfin, est-ce que il y a forcément il y a un début. Donc comment voilà il est né? Comment c'est arrivé? Du coup, je venais de faire Nuages, qui était un film fantastique un peu doux, un road trip en extérieur et tout. Et j'avais très envie de revenir à quelque chose d'un peu plus horrifique. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un jeu entre des enfants mais qui tourne mal et un jeu à double lecture sociale. Du coup, j'ai longtemps cherché quel pouvait être ce jeu, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver. Et j'avais un souvenir en même temps d'enfance où, avec ma petite sœur, on jouait au dentiste, parce qu'on avait compris que pour avoir des sous pour s'acheter des bonbons, il fallait que la petite souris passe. Ah, ok. Et du coup, moi, avec une pince à épiler, j'étais là, genre, faire le dentiste avec ma sœur. Et en fait, au début, c'était des dents qui bougeaient beaucoup, et au bout d'un moment, un peu moins. Et un jour, il y avait eu un peu de sang, et ça m'avait vraiment choquée. Et du coup, j'ai repensé à ça, et je me suis dit que c'était complètement absurde qu'on soit prête à s'infliger des choses comme ça pour quelque chose d'aussi éphémère que des Oui. bonbons. Enfin, des bonbons. Ouais, totalement. Et du coup, je me Surtout suis qu'il faut dit des dents pour les mâcher en plus. Oui. Si on en a plus. Exactement. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait fonctionner dans ce film-là, en fait, comme une monnaie d'échange. Ok. C'est bien parce que dans ce que tu dis, il y a un peu notamment sur le cinéma de Kubrick, il y a un cinéma qui suggère beaucoup, plus qu'il ne montre. Et on a vraiment le sentiment que c'est ce que tu as cherché à faire aussi dans ton cours, à beaucoup suggérer, mais à jamais dire ou montrer directement. Oui, et l'idée, c'était de faire ressentir aux gens, enfin, le fait que cette petite fille, vu qu'elle n'a pas les moyens de base que les autres ont, pour pouvoir espérer gagner ce jeu, elle va être obligée de vendre une part d'elle-même. Et du coup, l'idée, c'est en gros, je voulais une sorte de fin douce amère pour qu'on se dise, ok, elle a gagné, mais à quel prix? Et quelle saveur a sa victoire maintenant? Ok. Et quelle scène t'as préféré tourner et quelle scène a été la plus dure à tourner? La scène que j'ai préféré tourner, c'est la scène où elle joue au ralenti et elle rigole. Parce que J'aime du bien. coup, c'était super joyeux sur le tournage et ça faisait du bien de les voir rire parce que c'était quand même très intense comme expérience pour les petites. Et là, en fait, vu qu'il n'y avait pas de son, elle partait en live, elle s'éclatait et tout. Donc c'était super bonne Oui, ambiance. ça se sur le voit que c'est plateau. très naturel et spontané. Ouais. Ok. Après, la scène la plus dure, je pense que c'est la grosse scène au ralenti d'arrachage de dents. Parce que il fallait qu'elle crie, c'était quand même... Mais honnêtement, ça m'a mis mal. Hein. J'étais là, waouh. Enfin, le jeu d'acteur était incroyable. Enfin, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ton court-métrage. Puis on peut arracher la dent qu'une fois en plus. Après, on avait fait une fausse bouche en dimension x3. évidemment, non, il faut elle le préciser, était- c'était une blague. Hein, parce que... Je sais. Mais voilà. Mais non, et sinon la scène de la buanderie quand elle va chercher la ficelle. Ça c'était dur parce Ah que oui. l'espace était tout petit et c'était... Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, juste une dernière question, comme pour tous nos invités, Clermont-Ferrand. En plus, alors si j'ai une question quand même qui est intéressante sur ton film est sur Arte. Qu'il a été. Comment ça se passe en termes de diffusion? Comment Arte est venu te chercher? Est-ce qu'il a été cofinancé au départ par Arte? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les rouages de la production d'un court métrage?
Bah, en fait, pour financer un court-métrage, bah, en fait, il y a des régions, il y a le CNC, il y a des trucs comme ça. Et on peut aussi envoyer le scénario à des chaînes de télé. Et de temps en temps, des chaînes de télé préachètent les films sur base du scénario. Du coup, c'est pas mal parce que c'est de l'argent qui va au film et pas du coup à la prod après, quoi. C'est de l'argent qui va à l'image, donc c'est cool. Et là, pour le coup, bah, du coup, on a envoyé le scénario à Arte. Ils ont répondu tout de suite. Du coup, j'ai eu un Zoom parce que c'était encore Covid et tout. Ouais. J'ai eu un Zoom du coup avec Hélène Vessière de Arte et elle avait des petits retours sur le scénario qui allait dans le sens du film, donc c'était super. Et voilà. Bon, et donc Clermont-Ferrand, quelques jours là, sur place. C'est pas ta première fois? Si, c'est ma première fois okay. Au festival de Clermont. Au festival en tout cas, ouais, dans la ville, on y vient en touriste aussi tout au long de l'année évidemment pour profiter des plages. Mais donc en tant que festivalière ou plutôt que exposante, comme réalisatrice en tout cas sur ce festival, qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui t'interpelle par rapport à d'autres festivals que tu as peut-être pu faire avant? Parce qu'on est sur un très gros festival. Oui, bah, c'est surtout le fait que ça soit énorme et aussi le fait que le court-métrage ait une place importante. Parce que c'est vrai que d'habitude, tout le monde s'en fout un peu du court-métrage, j'ai l'impression. Donc, alors que là, bah, c'est au centre. Donc c'est rafraîchissant, c'est cool, c'est agréable. Ouais, et on le rappelle encore, hein, mais effectivement, le Festival de Clermont, c'est le 2e festival de cinéma en France en termes d'entrée. Donc c'est bien de le rappeler aussi, c'est-à-dire que le court, là, est mis à l'honneur. Et sous le coup des projecteurs, alors que sur d'autres festivals comme à Cannes, il va effectivement arriver en second plan. Donc c'est important de le rappeler. Merci beaucoup Joséphine d'être venue sur notre plateau. Bon festival. Et puis puisque le festival continue, et puisqu'aujourd'hui on était le 31 janvier, vous saviez, il y avait la mobilisation contre la réforme des retraites, et bien nous sommes allés nous promener dans Clermont-Ferrand et nous avons interpellé un certain nombre de protagonistes grâce à la complicité d'Abel. Aujourd'hui, nous sommes sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Vous voyez la manifestation habituelle, celle qu'on attendait en soutien au court-métrage pour que vive le court-métrage le plus longtemps possible. Ce sont des milliers de Clermontois qui défilent ici pour soutenir le cinéma, pour soutenir le cinéma indépendant. Et franchement, ça nous fait chaud au cœur, on va aller les voir. Le cinéma, le court-métrage, film indépendant, le cinéma, on va le conserver. Depuis longtemps, on est là. Moi, j'ai fait toutes les manifs de la CGT pour défendre l'ouvrier. Pour défendre l'ouvrier du cinéma, quoi. L'ouvrier du cinéma, l'ouvrier du court-métrage. L'ouvrier du court-métrage, si vous voulez, oui, bien sûr. Parce que là, vous êtes à fond pour défendre le court-métrage, dites-le quand même. On est tous mobilisés là ce matin pour défendre le festival du court-métrage. On est là pour défendre la retraite, on ne veut pas travailler. Du festival du court-métrage. Vous êtes un rigolo, vous? Oui, un petit peu. C'est bien, c'est bien. Demain sort le nouvel Astérix et Obélix et Contre l'Empire du Milieu. Et on est avec Idéfix. Alors le Idéfix original, hein, celui qui a tourné dans Astérix Mission Cléopâtre. Et on va interviewer le propriétaire d'Idéfix. Comment il va? Parce qu'il a. C'est pas Idéfix, c'est Clounet. Comme Georges. C'est pas Idéfix? C'est comme Georges. Comme Georges? Il s'appelle Clounet. C'est pas mal. C'est le chien à madame. Je m'en occupe, mais il s'appelle George. Ça va, George? Vive le court-métrage! Vive le court-métrage, oui. Et nous sommes avec l'actrice de Matrix. Et ça... Non mais vous avez joué dans Matrix? Certainement. Je sais plus comment il s'appelle. Mais... Anderson. Ouais, c'est ça. C'est vous, Anderson? Non, je crois pas. Matrix 1 et 2. Le 3, je crois que vous avez fait une apparition furtive simplement. Ah, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu à Clermont parce que ça nous fait plaisir. Merci. Une petite blague peut-être pour la journée. Oui, oui. Une petite blagounette? Ouais, une petite. Courte. J'en ai pas sous le pif comme ça. Là. Vous avez des poils sous le pif? Ah oui, j'ai des poils, oui. Puis j'ai un gros micro, quoi. Ouais, c'est les séances libido. Ah oui, oui. Ah, bah, j'en ai vu une. Il fait combien votre micro à peu près? Au repos? Au repos, je suis un peu frappé d'Alzheimer, je crois. Oui. Précoce. Précoce. Merci. Je t'en prie. Et puis bien aujourd'hui, je participe à une nouvelle expérience immersive. L'absence de film, ne pas mettre d'image, c'est déjà faire un choix et donc c'est déjà faire un film. C'est bizarre. Et depuis quelques années, Spectre a toujours cherché de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins.
Spectre, dans son ADN, est toujours allé à contre-courant. Et c'est pas prêt de changer. Surtout pas aujourd'hui. On peut remercier le Spectre, qui est un média associatif, d'être présent ici. On veut faire un max de bruit. Merci les gars, merci. On lâche rien. Voilà, aujourd'hui, Spectre était à l'honneur sur le festival du court-métrage et sur la manifestation, bien évidemment, contre la réforme des retraites que le gouvernement va bientôt devoir abandonner compte tenu de la mobilisation de la rue. C'est le moment de notre deuxième chronique, Chasse à court. Je vais retrouver Anouk sur notre espace duo. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelques mots sur le synopsis ? Oui, donc ce court-métrage, il a été réalisé par Anthony Brinig. Donc c'est un film de fiction français en compétition nationale au Festival de Clermont. Et ça parle du coup de Cloche, qui est une femme à la rue dans les deux sens du terme, puisque Cloche, ça fait référence à l'expression être cloche. Elle le dit elle-même dans le film, elle se qualifie elle-même de bébête, elle est un peu maladroite. Et ça fait aussi référence à l'expression péjorative clocharde, vu que c'est une femme sans domicile fixe. Donc Cloche, par toutes ses maladresses, finit même par être exclue du campement qu'elle partage avec ses compagnons de rue. Et donc, elle est contrainte de se débrouiller seule, ce qu'elle ne fait jamais en temps normal. Et affamée, elle se retrouve livrée à elle-même dans le centre-ville. Alors on voit quelques photos, quelques images au fur et à mesure qu'on parle de ce cours, qui est clairement un jeu de mots évidemment, Cloche petite aux merveilles du pays. Quand on a inversé les mots, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est bien fait. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce film il raconte une sorte de voyage initiatique, le voyage initiatique de Cloche en l'occurrence ? Oui, moi c'est ce que j'ai pensé du film, puisque pour moi on voit vraiment une évolution du personnage qui se révèle à nous-mêmes mais aussi à elle-même, puisque au début, comme elle se qualifie elle-même de cloche, donc elle est peu indépendante et ensuite on découvre plein d'aspects qui en fait presque une héroïne pour moi, notamment à travers ses rencontres. Elle se fait de nouveaux compagnons de rue, elle rencontre aussi une jeune fille qu'elle tente de voler et on y découvre de nouveaux traits de caractère. On la trouve bienveillante, on trouve qu'elle a la capacité de pardon, et puisque d'un personnage a priori cloche, elle devient une véritable héroïne courageuse et qui recommence à rêver. D'ailleurs, j'ai vu que le réalisateur a dit « Rien ne m'émeut plus que la possibilité de continuer à grandir malgré tout ». Donc ce malgré tout, ça explique aussi cette volonté de mettre au centre de son film une SDF, ce qui est peu vu, et encore moins le fait d'en faire une héroïne. Et sa manière de raconter est aussi assez singulière, puisque ça mélange la narration d'un quotidien, celui d'une sans domicile fixe, et aussi comme la narration d'une odyssée. Puisque en fait, dans la vie de Cloche, elle doit survivre et on se rend compte que sa vie, que sa vie n'est pas facile, mais sans pour autant tomber dans le misérabilisme. Il y a des dialogues crus, il y a de l'humour, il y a des décalages, mais au fur et à mesure, le film aussi devient, je trouve, prend une tonalité un peu plus grave, comme le personnage de Cloche qui se découvre. Et finalement, à la fin du film, en ressort Anne Vétraillot, le véritable nom du personnage. Donc pour moi, ce film, il est intéressant, il est à voir, puisque le point de vue évolue au fil du film. Pour moi, c'est un film qui est profondément politique, puisqu'il décide de mettre en son centre une SDF, des personnages dits invisibles, mais finalement dont la vie est presque une odyssée. Donc voilà. C'est joliment raconté, ça donne envie d'aller voir ce court-métrage sur le festival du court Cloche petite aux merveilles du pays. Voilà, si vous avez 30 minutes de temps à gagner, parce que c'est jamais perdu, allez voir ce court dans les séances du festival à Clermont. Et cette fois, Romain, tu vas pouvoir enfin avoir le plaisir d'envoyer un jingle, parce que je sais que ça te démange depuis tout à l'heure. Et on va se retrouver pour notre troisième interview sur le plateau. C'est notre séquence à court ouvert.
Alors, j'ai vraiment trop peur d'écorcher ton nom de famille. Ouais. J'ai vraiment super peur. Et Ouais, vu que je te gaffe. l'ai pas demandé avant, parce qu'on était. Alors, pour vous donner un peu le contexte, cette émission est un peu, spéciale, parce qu'il a fallu qu'on fasse des trajets dans le centre-ville, parce que effectivement, il y a un mouvement de grève, donc pas de tram, et on est un peu excentré. Donc, on s'est rencontrés dans le minibus. Bon, on a passé un bon moment en plus. De fou. Le chauffeur conduisait un peu comme un débile, mais Ah ouais. on l'excusera. Donc, je disais, j'ai peur d'écorcher ton nom, donc. Zoël, ça va. Ça va. Et le nom de famille, j'ai. Non mais vas-y, Je tente. Alors, je dirais H. Bacher. Ben ouais. C'est ça. Bravo, mais ouais. C'est vrai. Non, c'est juste. Après, il y a J'ai pas avec, révisé. avec l'accent suisse-allemand, c'est Eichbacher, tu vois. Ouais. Mais moi, je le dis comme toi. Je le dis même moins bien que toi, en vrai. Non. Non. C'est vrai. Mais c'est Eichbacher, c'est très juste. H. Bacher. Ok. Bon, bah très bien. Franchement, bravo. Et et je suis assisté sur le plateau de Manon, qui est de retour. Encore une fois. Et donc, merci déjà d'être venu nous parler de ton court métrage qui s'appelle Fair Play. Donc là, c'est un peu plus simple à prononcer. et dont Manon va nous dire quelques mots déjà sur le synopsis. Du coup, c'est un court-métrage qui parle de 3 personnes différentes. Donc, un adolescent en quête de reconnaissance, un ouvrier prêt à tout pour décrocher le jackpot, et un employé en fin de carrière qui veut se prouver qu'il tient encore la route. Et du coup, on va suivre un petit peu leur histoire donc, à travers ce court-métrage. Eh bien, allez, on regarde le teaser et on s'imprègne un petit peu de l'ambiance singulière de ce cours. Joue plus vite, toi! Descendez! Descendez! Ouais, on prend quand même une claque après ce fleurillage d'images. Manon, question. Du coup, pareil, je voulais savoir comment tu avais eu l'idée de faire ce court-métrage. Comment est né ce projet? Je crois qu'il y avait plusieurs envies. Je voulais essayer de faire un court-métrage qui pouvait pas s'adapter en un long-métrage. Je voulais vraiment essayer de faire un objet qui pouvait que être fait pour le court-métrage. Et donc, je suis reparti sur une idée de film à sketch. Et je crois que je sais. En vrai, je te dis la vérité. Je suis un peu amnésique. J'oublie souvent pourquoi on fait les films parce qu'on les écrit il y a un moment. Mais depuis très longtemps, je crois que j'ai été obsédé par le fait qu'on ait banalisé la compétition tous les jours. Tu vois, même quand tu te fais livrer, c'est un truc de fou, quoi. Sur 5 étoiles, tu dois noter ton livreur. Lui-même, il peut te noter en vrai aussi. Il faudra noter son chauffeur aussi, tout à l'heure. Ouais, là, c'est mal parti. Hein. Mais tu vois, je veux dire, il y avait un truc qui m'intéressait et voilà, ça s'est un peu mis en place. Et ensuite, il y a beaucoup d'influences d'Internet. Comme je dis tout le temps, il y en a qui vont à la bibliothèque, tu vois, lire des livres. Bah, moi, c'est plutôt sur YouTube, des choses comme ça. Donc, voilà. Je suis très inspiré par Internet, par des choses. Et aussi, je pense que il y avait aussi une expérience que j'avais où je travaillais, tu sais, c'est il y a un petit moment maintenant, mais avant même qu'on mette des caisses automatiques, en fait, on nous faisait un peu des concours de celui qui allait scanner le plus de produits et qui allait gagner un concert pour aller voir Chimène Badi, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, il y avait un peu cet esprit de faire des jeux un peu partout, alors que derrière ça, en fait, il y a une forme de compétition, il y avait une manière en fait de surélever ceux qui étaient plus forts que les autres. Enfin bref, voilà. Donc c'est un mélange. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Nickel. Et donc, est-ce que tu peux parler des jeux que tu as décidé que tu as choisi en fait? Pourquoi ces jeux-là et pas d'autres? Ouais, parce que il y avait des jeux. En tout cas, ça m'amusait de voir des enfants jouer à un jeu d'adulte, on va dire, et l'inverse, de voir des adultes jouer à des jeux d'enfants avec la chaise musicale. Donc déjà, ça faisait déjà 2 jeux. Et ensuite, il y avait un autre jeu qui me fascinait. Je sais pas si vous regardiez Malcolm. Bien sûr. Bah, voilà. Moi, en tout cas, oui. Manon. Oui. Aussi. Bien sûr. Il y a une émission qui m'obsédait où c'était des mecs qui posaient leurs mains pour gagner un pick-up. Voilà, et donc vraiment sur Internet, et j'incite tout le monde à le faire, tu cliques Kiss the Mustang sur YouTube et tu vois des gens qui collent leurs lèvres pour gagner une Mustang. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé malheureusement, et heureusement même en fait.
Mais voilà. Et puis il y avait un quatrième, il y avait un quatrième jeu qui se passait lors d'un casting pour des téléréalités, mais ça s'est pas fait parce que bon, il y avait pas assez de sous, quoi. Et du coup, là, par exemple, à part Malcolm, est-ce que tu as eu d'autres références ou inspirations pour le court-métrage ? Ouais, il y en a pas mal. Après, moi, je suis pas mal inspiré par le cinéma coréen, enfin le cinéma asiatique tout court, en fait. Tu veux des noms d'auteurs, peut-être ? Après, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui... il est norvégien... non, il est suédois, c'est Ruben Östlund. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a fait The Square. Je sais pas si ça te parle. Non. Moi j'ai pas de culture moi après, donc je suis pas un bon exemple, demande à Manon. Voilà, non mais voilà, après des mecs classiques, après il y a pas grand rapport avec ce film-là, mais c'est l'intertextualité, enfin on se nourrit de choses qu'on a vues, qu'on a lues, Mais Bong Joon-ho comme coréen, j'aime beaucoup les courts-métrages aussi les vieux courts-métrages de Scorsese, Stanley Kubrick, j'aime beaucoup ce qu'il fait, voilà, un peu des classiques, quoi. Ok. Et du coup, je vois que ton film, pour moi, il traite beaucoup les différentes classes sociales. Et je voulais savoir ton rapport à ce sujet, genre pourquoi tu as eu envie de travailler sur cette thématique ? En fait, je trouve que la compétition, c'est tellement universel, en fait. On est tous tellement confrontés à la compétition, et d'autant plus toutes les classes. Donc ça me semblait logique en fait de traiter plusieurs classes sociales, différents types de casting, différents groupes d'âge. En fait, cette thématique se prêtait à la forme. Ouais. Pour moi, c'était cohérent et donc on est à foncer. Ok, et dans ton film, j'aime beaucoup les coupures un peu entre chaque environnement quand on passe d'un personnage à l'autre. Et le fait d'avoir choisi des ralentis pour des scènes... qui se font de manière très rapide. Et donc, j'aurais aimé savoir le parti pris concernant la technique. Le parti pris, dès le départ, on voulait essayer... Vu que la forme narrative était déjà un peu, on va dire qu'elle n'était pas forcément classique. Voilà. On s'est dit, visuellement, et en termes techniques, il faut que ça soit comme le schéma narratif, donc assez original. Donc, visuellement, voilà, on s'est fait plaisir. Même au montage... Il fallait trouver un truc qui soit pas trop classique. Ok, et même dans la partie musicale, je trouve elle est très intéressante. Il y a à chaque fois cette ambiance sonore, donc différente un peu à chaque fois, mais il y a toujours ce côté angoissant et stressant. Donc comment vous avez construit un peu toute la partie musicale en fait ? C'était un chouette travail. J'ai eu la chance en fait, je sais pas si ça vous parle, Red Dead Redemption 2. Pas du le tout. jeu. Ah si, deux noms, mais... Le jeu de cowboy, voilà. Okay. Mais en fait, j'ai eu la chance parce que j'écoutais pas mal de musique. En fait, moi, j'ai horreur d'écrire et donc j'écoute beaucoup de musique pour essayer simplement d'avoir des images en tête. Et j'écoutais la BO de Red Dead Redemption 2. Et en fait, en diguant un peu plus, donc il s'appelle Mario Batkovic. Et en fait, c'est un Suisse, le mec. C'est un Bosniaque-Croate suisse, enfin qui vit en Suisse. Et donc j'ai retrouvé son contact hyper accessible, super mec, je l'adore d'ailleurs, je le salue. Et je l'ai approché, j'étais hyper intimidé en vrai, mais très sympathique et on l'a travaillé ensemble. Et comment te dire, c'était un peu la première fois que je travaillais avec un mec, avec un compositeur, donc tu sais, il faut que tu appliques un langage, c'était pas facile au début, mais ça s'est fait. Et comment on l'a fait, je sais pas, organiquement, il m'a envoyé plein de sons, on les place au montage, il n'y avait pas trop de secrets. Okay. Et en termes de combien de temps vous avez pris un peu pour l'écriture du scénario, la réalisation du court-métrage et le montage ? Tu veux savoir en tout ? Ouais, en tout. La durée totale ? Ouais. Je pense qu'il faut compter. Moi, ça a été relativement. Enfin, pour mon cas, ça a été relativement vite. C'était une coprod entre la France et la Suisse. Et ça a dû prendre en tout 1 an et demi à 2 ans, max, pas plus. Donc ça a été relativement. Enfin, en tout cas, pour moi, à mes yeux, ça a été vite. Tant mieux. Et est-ce qu'il y a une scène qui te tient particulièrement à cœur dans ce court-métrage ? Elles sont différentes. J'ai pas envie de faire de favoritisme vu que tu sais, t'as 3 sketchs. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène. J'ai une scène que j'aime bien, c'est les 2 nanas qui se regardent, qui ont la bouche collée. Voilà. C'est vrai. Ok.
Et mince, j'avais une autre question, je l'ai oubliée. Ah, prends ton temps, On a prends ton oublié temps. la question. Bah c'est terrible, bah voilà, bah ça crée un blanc dans l'émission que je suis obligé de combler en racontant n'importe quoi, c'est terrible. Ça va revenir. Non, mais une question d'ensemble sur le. Alors, on est sur 3 portraits en fait, hein, d'une certaine façon. Donc, on est sur quelque chose qui tient bien hein, quand c'est posé sur 3 pieds. C'est ternaire. C'était voulu en fait d'avoir vraiment ce rythme ternaire dans le film. 3 portraits plutôt que 4 par exemple. Alors bon, ça c'est pour te dire la vérité, c'est budgétaire. Sinon je me serais amusé ouais. Mais sinon je me serais amusé à en faire 4, 5 hein, en vrai. Mais ternaire c'est intéressant parce qu'il y a un rapport aussi au rythme ternaire en termes de rythmique musicale. Ouais, voilà. Tu fais de la musique? Ouais, je suis musicien. Voilà. Mais non, après ça s'est imposé un peu au montage. Il fallait trouver un équilibre pour pas qu'il y ait un sketch qui prenne plus de place que l'autre. Donc il fallait trouver juste une manière et pas trop être répétitif. Mais ça c'est le monteur qui a été très très bon. Yuri Chao aussi, le monteur qui a été extrêmement bon pour trouver un équilibre parfait et qu'on s'ennuie pas et pas qu'on s'attache trop à quelqu'un plus que l'autre. Pas de favoritisme en vrai, tu vois. Ouais, toute égalité. Exactement. Et il s'est passé comment le casting, comment ça s'est déroulé? Ouais, le casting c'était cool, c'était beaucoup de visages, comme c'est un film où il n'y a pas vraiment de rôle principal, c'était beaucoup de rôles secondaires. Le casting, ça s'est fait, comment dire, ouais, c'était long, en fait, c'était long. Moi, j'aime bien mélanger un casting pro à des non-pros. Pour moi, c'est extrêmement important parce que ça crée une dynamique. Et souvent, les non-pros, en fait, ils sont beaucoup plus performants que les pros. Et ils sont beaucoup plus faciles aussi, moins capricieux. Non mais à part ça, juste qu'on soit clair, tout le monde était génial sur ce film, hein, vraiment. Mais j'aime partir du principe que de mélanger un peu des nouveaux visages avec des gens un peu qui sont expérimentés. Et le casting qui a demandé plus de temps, c'était pour les 5 ados autour du tourniquet. Ah ouais. Bah oui, pardon. Bah oui, parce que ouais, tu rigoles. Tu montes dans les aigus, ouais. Oui, pardon. Mais c'est bien aussi. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Mais il fallait trouver un peu une équipe cohérente et qui s'entende bien. Et ils se connaissaient ou pas du Non, pas du tout. Et tu sais, selon un peu les caractères des ados, il y en a un qui veut plus briller que l'autre. Donc après, ça crée un peu un problème. De dynamique, etc. Donc ça, ouais, non, mais j'étais extrêmement chanceux parce que je me suis grave éclaté. D'ailleurs, je les salue et ils sont adorables comme tout. Et ils étaient merveilleux. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et rien à voir, enfin, c'est peut-être pas une question très pertinente, mais la musique Chop Chop Chop, là, est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce que vous l'avez écrite ou... Non, elle existe. Alors, elle existe en plein de langues en fait. C'est vraiment une vraie musique. Elle existe en russe, en anglais. Peut-être que je la connais dans d'autres langues alors. Possible, voilà. Mais en fait, elle existe. Il y a un mec sur YouTube qui l'a reprise quand on a fait un tube un peu en anglais où vraiment il joue. Mais sinon, c'est un peu une musique universelle, une vieille musique un peu qui existe. Moi, j'invente plus rien, je t'ai dit. Ouais, non, mais c'est les limites de la création. Hein. Juste une question pratique, là on est à Clermont. Si t'as un endroit où t'as bien mangé que tu nous recommandes, parce qu'on cherche un endroit pour casser la croûte là après. Hein. Enfin, tu vois, c'est la fin de la journée, donc faut qu'on aille manger. C'est une colle. Hein. Mais en vrai, j'ai pas eu le temps de manger un peu partout. J'ai pas fait le tour, mais j'ai bien aimé. Tu sais, le bistrot de la Comédie, c'était pas mal. Ouais. Où on avait été manger hier. C'est bien, c'est une bonne à la javanaise, mais c'était bon. Okay. J'ai pas envie de faire de mauvaise pub aussi. Donc, non, mais tout était bon. Bah voilà, et allez au bistrot de la Comédie. En plus, c'est des copains, je veux dire, c'est dans le festival, voilà. Allez-y. Ouais, carrément. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. On va se diriger tout doucement vers une sortie totalement inespérée puisque l'émission s'éternise. C'est ma chronique court-circuit. Et oui, aujourd'hui, c'est jour de grève à Clermont-Ferrand. Près de 40 000 personnes dans les rues, des chansons païennes, des cheveux gras et des utilitaires transformés en karaoké, ambiance camping municipal à Argelès. Les rues sont noires de monde, mais les gens sont heureux d'être là. Et dans cette ribambelle de manifestants, on tombe sur le visage familier de Chantal, cette grande brune de 48 ans, et femme de ménage dans le collège d'Annie Briand de la petite bourgade de Rance-en-Pégnu, dans le Puy-de-Dôme. Et cette fois-ci, pour elle, c'est la goutte qui fait déborder la cuvette. Pas question de travailler jusqu'à 64 ans. Que les riches aillent se faire cuire le cul à Ibiza si ça leur chante, moi, vous me verrez pas me casser le mien au travail. Très remonté, notre protagoniste se met soudain à entonner
Macron, si t'es couillon, rembourse mes cachetons. Avec une botte de Doliprane d'ailleurs dans les mains. Et alors, elle nous confie que c'est son remède depuis des lustres contre les douleurs les plus récurrentes dont elle souffre. Ça parmi d'autres, des douleurs au lombaire, un mal de dos chronique, les plantes du pied fatiguées et peut-être même assure-t-elle un début de prostate précoce. Je me sens aussitôt profondément touché, oui, c'est ce que j'ai écrit en tout cas, par le parcours de Chantal, débuté 31 ans plus tôt à l'amicale bouliste de Côte-Chauve, le Prolo, où elle a fait la rencontre de Fernand, son aîné de 15 ans. Alors à l'époque, il tient la buvette du club, le club de pétanque, et elle ne peut résister à ses avances. Alors au cours d'une soirée loto, et à l'heure qu'il vient de remporter le gros lot, un panier d'une valeur de 50 €, composé de produits du quotidien, comme un pâté de volaille, une bouteille de pastis 51 et des pastilles pour le lave-vaisselle, Fernand décide d'offrir à Chantal l'intégralité du panier. Le coup de foudre est absolument immédiat. Et la romance débute en cette année 1992. Malheureusement, leur amour fut bref. Un soir de 1993, alors que Fernand est parti acheter des cigarettes au tabac du coin, il est percuté par une Clio. Gravement blessé, il succombe finalement des suites d'une cirrhose non décelée. Aujourd'hui, Chantal souhaite manifester pour elle, bien sûr, mais aussi pour Fernand et pour Cachou, son petit bichon frisé. Nous quittons Chantal alors qu'elle reprend une Macarena détournée en scandant « Elisabeth Borne ». Et puis je regarde Romain, qui me fait comprendre qu'il est l'heure de filer à la cafette, une cafette dans laquelle Romain apprécie éperdument les plateaux de légumes et les entrées diverses et variées. Alors j'abrège, je termine, je me tais. Il est tard. Alors allez voir des cours et on se retrouve demain. Ciao.